Bonsoir, monsieur Yves Kenao, et bonsoir à Malik Fall pour cette invitation. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez. Encore une fois, afin de m'exprimer par rapport à la situation dans notre pays, le Togo, le Togo qui nous est très cher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si on est déjà au lit, et on nous invite pour venir parler du Togo, on ne ménage aucun effort pour répondre présent. Merci beaucoup. Parce que nous avons un combat que nous menons et ce combat a un sens. Et ce sens, nous l'expliquerons au moment venu ou même aujourd'hui, le sens de notre combat pour notre pays. Et ce combat qui est pour tous les Togolais. Merci. Monsieur le professeur, bien entendu, vous avez suivi la question principale. L'unique question, d'ailleurs, qui se pose, selon vous, faudrait-il maintenir les marches dans les rues de Lomé avant le 31 juillet prochain? Merci beaucoup pour cette question qui fait déjà couler beaucoup d'eau, beaucoup d'encre et de salive sur le plan national au Togo que dans la diaspora. Cette question relève, c'est pas de ce qu'on appelle de la méthode qu'il faut utiliser lorsqu'une lutte prend du temps, lorsqu'elle perdure. Il y a un peu de tension au niveau de la méthode à utiliser. Mais moi, je pense que, oui, la mobilisation doit être démise, elle doit être présente. Et je pense que nous devons utiliser ce temps-là que nous avons entre aujourd'hui et le 31 juillet. On doit utiliser ce temps-là pour mobiliser les troupes. On doit utiliser ce temps pour visiter toutes les villes, toutes les campagnes, tous les villages du Togo, pour pouvoir mettre les gens debout, pour attendre la date fatidique, c'est-à-dire la date du 31 juin. C'est pourquoi je m'en vais dire clairement que moi j'aurais souhaité qu'on puisse obtempérer un peu par rapport aux marches, mais faire en sorte que les gens sont debout à travers des sensibilisations quotidiennes, je dis bien quotidiennes, dans les quartiers de Lomé, dans les villes du pays, les partis politiques, la société civile, la diaspora, tout le monde doit se mettre au travail, du point où, lorsque nous arriverons à la date du 31 juillet, on n'a plus à dire à qui que ce soit d'être prêt pour envahir les rues. C'est-à-dire que, comme je l'ai entendu dire, envahir les lieux, les rues de Lomé et des villes du Togo pour deux raisons. Et les deux raisons, en tout cas, soit l'une passe, quel que soit ce qui va se passer, la population togolaise doit être dans les rues le 31. Soit pour célébrer la victoire du peuple togolais, soit pour mettre fin au régime cinquantenaire, si jamais les recommandations n'adhèrent pas, nous n'adhérons pas aux recommandations qui seront faites. C'est-à-dire que, quels que soient les cas, les Togolais doivent se préparer pour être dans les rues le soir du, comment l'appelle-t-on, du 31 juillet après les recommandations. Donc moi je pense qu'il faut plutôt utiliser ce temps-là au lieu de mettre les gens dans les rues. Non, on va sensibiliser davantage les gens, on va les galvaniser, on va les mettre au point, au point pour être prêts pour la marche finale. Et je l'appelle marche finale parce que si c'est une victoire du peuple togolais, c'est une marche finale. Si c'est des recommandations qui vont à l'encontre des attentes du peuple togolais, ça sera aussi une marche finale. Parce que nous voulons que la marche soit la dernière marche qui mettra fin au régime actuel du Togo. C'est tout. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas affaiblir les forces. Il faut plutôt conserver ces énergies-là pour un seul jour et on finit avec tout. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi moi j'adhère à la démarche selon laquelle il faut utiliser ce temps pour préparer les gens,
préparer le peuple, mais attendre, donner un peu de répit et un peu de temps, de la quiétude à la facilitation de faire ces recommandations. La crainte dans la reprise des marches, si on les reprenait maintenant, c'est que le RPT, c'est un parti qui ne finit jamais de sortir des choses bizarres. Ils peuvent encore trouver quelque chose de bizarre pour créer une situation qui ne permettrait plus, n'est-ce pas, la publication des recommandations le 31. Parce que la question, c'est de savoir à qui profite. C'est pas la durée de la crise ou bien la durée de l'attente par rapport aux recommandations. C'est le RPT qui profite puisqu'il a le temps de parcourir les capitales africaines et occidentales pour continuer, n'est-ce pas, à convaincre à travers des valises, des caisses d'argent, comme ils ont l'habitude de le faire. Quand vous vous rendez compte, Faure Gnassingbé a dirigé une délégation à Abuja il y a de cela une semaine. Ce qui a retenu mon attention, c'est l'accoutrement de la délégation de Faure. Sauf Faure, tout le monde était en boubou, histoire de se faire passer pour des musulmans. Parce qu'on allait visiter un frère musulman. C'est ça. J'ai même appris que Faure a voulu porter son boubou à lui. Mais les gens ont dit que le mensonge sera trop grossier. C'est pourquoi on lui a dit non, s'il vous plaît, monsieur le président, on ne vous a jamais vu en boubou. Aujourd'hui, là, ça sera trop flagrant. C'est pourquoi il n'a pas porté son boubou blanc. Il était en blanc, tout blanc vêtu. C'est une anecdote ou bien c'est un peu réel. Ça tire vers une anecdote, monsieur le professeur. Alors, c'est pour vous dire que les gens, ils ont voulu utiliser cette histoire religieuse pour combattre l'opposition. Maintenant, ils l'utilisent encore pour se racheter. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que le RPT a dit. Alors, j'ai dit que si on laisse le RPT gagner du temps, parce que la facilitation n'a pas pu donner les résultats de 31, parce qu'il y a eu des marches, le RPT a utilisé des choses pour causer de troubles, alors on ne pourra plus savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense qu'il ne faut pas amener les facilitateurs à se lasser de notre problème. Donc, c'est pourquoi il faut leur donner ce petit temps. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'à tout moment, il fallait que les gens soient dans les rues. Jusqu'au passé récent, j'ai toujours soutenu cette thèse-là. Mais après réflexion, je pense que pour permettre à la facilitation d'ailleurs, qui est en train de rassurer tout le monde à travers les actes qu'elle pose, qu'elle n'est pas un syndicat de chefs d'État, et comme on le dit, et la facilitation qui fait des efforts pour nous prouver que non, ils seront des personnalités impartiales. Moi, je pense que nous pouvons quand même. Chez moi, on dit que c'est-à-dire que le jour du marché, chez moi, c'est le samedi. Donc, quand les gens se plaignent, on veut acheter ceci, les gens leur disent non. Vendredi qui vient avant samedi, c'est le marché d'Awandialéo. Vendredi qui vient avant samedi, on dit non, vendredi, c'est demain. Ça veut dire que quel que soit le cas, samedi viendra. Donc, je vais dire que nous avons pu attendre depuis un certain temps, on n'a pas marché, nous sommes mobilisés. Cela n'est pas synonyme de la non-mobilisation ou de la démobilisation. Non, au contraire, les gens ont le temps de réfléchir et de penser aux stratégies de réussite. C'est pourquoi j'ai dit que je soutiens la thèse selon laquelle on doit attendre un peu, donner à la facilitation jusqu'au 31. Pendant ce temps, c'est comme dans un match de football où tous les spectateurs seront surchauffés. Ils seront prêts à envahir le stade. Et le stade, c'est les rues de Lomé, et même partout où on pourra trouver le régime pour le bouter hors d'état de nuire. Parce que s'ils veulent se maintenir au pouvoir au-delà de 2020, et si cela venait à être la proposition, cela veut dire que nous entamons une étape de nuisance. C'est pourquoi je dis les mettre hors d'état de nuire avant qu'il ne soit trop tard. Et ça sera le 31 juin 2018. Je pense que c'est ce que nous demandons au peuple de faire, c'est ce que nous proposons à la coalition des 14, c'est ce que nous proposons à la diaspora. Mettons nos forces ensemble, mettons nos énergies ensemble et faisons en sorte que la population togolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit prête pour le 31, le jour de notre finale. Fatih.
Voilà, merci à monsieur le professeur, ça c'est une explication géniale. Voilà. Maintenant, je voudrais tout simplement, vous ne trouvez pas que de l'autre côté, ceux qui pensent qu'il faut maintenir la pression, pour amener les facilitateurs à tenir compte de cette pression-là et venir avec des propositions allant dans le sens réclamé par les gens qui sont dans la rue. Ne trouvez-vous pas que c'est aussi une stratégie qui peut amener les facilitateurs à plutôt voir l'ampleur et la persistance de ce monde-là, à ne pas quitter les rues si satisfaction n'y est pas? Oui, je vais dire que si aujourd'hui un des facilitateurs ou bien les deux facilitateurs venaient à me dire que nous n'avons pas toujours, nous espérons toujours comprendre la motivation jusqu'au degré, c'est pas auquel le peuple togolais est prêt à agir et qu'il n'a pas encore, la facilitation n'a pas encore compris ça, je vais dire que peut-être c'est de la mauvaise foi, mais ils ont déjà prouvé qu'ils ont compris les préoccupations majeures du peuple togolais. La preuve, M. Alpha Condé était déjà hors du Togo. Il était au sommet de Niakchot hier. Yes. Lorsque les gens avaient voulu faire de la surenchère autour de la date des élections, vous pensez que Alpha Condé est intervenu comme ça? Non. Les échos qui lui parviennent là-bas, c'est ça qui a amené Alpha Condé à tirer au clair. Nous avons envoyé des tweets à ce propos. Nous avons envoyé des messages. Alpha Condé a jugé bon d'intervenir pour dire que non, nous n'avons jamais appelé aux élections au Togo. Moi, je pense que en disant ça, Alpha Condé nous dit que non. Nous sommes au courant du degré, on observe le degré de détermination du peuple togolais et que ça ne sait pas. Plus rien au monde, le peuple togolais ne croisera plus les bras. Ils le comprennent très bien. Monsieur Akufo-Addo, à côté, il observe tout. Du Ghana voisin, il vit tout quotidiennement. La tension qui est palpable dans les rues de Lomé au Togo, même si vous êtes mieux à perdre, quand vous arrivez au Togo aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas normal. Vous le sentez vous-même. Vous voyez? Donc, moi, je pense que nous n'avons plus à démontrer quoi que ce soit à la facilitation si elle veut être juste comme elle nous l'a promis. Si elle veut être objective comme elle nous l'a promis. Et moi, je pense qu'elle a tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce dont elle a besoin pour se prononcer de façon claire, de façon limpide, en faveur, non du peuple togolais, mais en faveur du droit, en faveur de la morale, en faveur de l'éthique, en faveur de la justice et de l'équité. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de trancher en faveur de qui que ce soit, non. Nous voulons que les gens regardent les arguments que les deux camps sont en train de poser et qui nous disent clairement, après 53 ans, qui a le plus d'arguments, qui a un argument le plus convaincant par rapport à ce que le peuple veut, et ils n'ont qu'à trancher. Il s'agit de départager le peuple togolais qui aspire au changement. D'ailleurs, quand je parle du peuple, je n'exclus pas les partisans du RPT unis parce qu'ils se sont prononcés à 53% qu'ils veulent un changement à la tête du pays. C'est trop suffisant dans un pays. Supposons que ce sont les 53% qui avaient élu Faure Gnassingbé. Maintenant, ils viennent de les désavouer. Qu'est-ce que vous attendez encore pour démissionner? Donc, non, je ne parle pas de 27%. Je parle de 53% puisque les résultats qu'il avait eu, c'était autour de ça. C'est-à-dire, moi, je dis que, en grosso modo, c'est les 53% qui disent que nous ne sommes pas satisfaits. Ou bien, même si nous sommes satisfaits, nous voulons voir un autre à la tête de notre pays. C'est tout. Ce n'est même pas une affaire de satisfaction. C'est une affaire d'honnêteté morale et intellectuelle. À un moment donné, il faut savoir dire non, nous voulons tester quelque chose pour voir ce que les autres vont donner. C'est tout ce que nous voulons. Et nous allons continuer à vivre ensemble dans un Togo uni et prospère. C'est tout ce que nous recherchons, comme l'a mentionné Alpha Condé, qu'ils veulent que le Togo se développe. C'est-à-dire, il veut dire que le Togo est à la traite. C'est ce qu'il a dit. Nous voulons nous développer ensemble en tant que Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En tout cas, c'est le sens de notre combat.
Voilà, il y a longtemps que vous menez ce combat. Déjà, à vous entendre parler, c'est que il y a changement de fusil, changement d'épaule de fusil. Je veux dire que les stratégies commencent par sortir. Ce ne sont plus les mêmes stratégies de 30 ans. Bon, quand bien même ces stratégies sont semblables, mais elles ne sont pas les mêmes. Parce que les stratégies de 30 ans, c'est pourquoi j'ai dit, le disque, on l'a trop joué. On l'a trop joué suffisamment. Il faudrait qu'on le modifie un tout petit peu. Très bien. Ça, vraiment, ça commence par être intéressant. Beaucoup plus intéressant. Parce que, vous savez, chez nous, on dit que celui qui rit chaque fois, celui qui montre ses dents, qui montre toujours ses dents, il sourit. Le jour même qu'il s'est énervé, on ne saura jamais. On ne saura jamais, ouais. Même s'il est énervé, on ne saura jamais. Puisque les dents, il sourit chaque fois. Ouais. Donc, si on ne fait que marcher, on ne fait que marcher, on ne fait que marcher, on ne fait que marcher. Le jour même qu'on va vouloir marcher sérieusement, on ne nous prendra pas au sérieux. Donc, je crois que c'est que la stratégie, là, il faut quand même qu'on l'essaie. Il faut l'essayer, voir ce qu'elle va donner. Plutôt que de continuer par marcher. Même les rues de Lomé finiront par reconnaître les gens. Elles ne seront plus impressionnées. Parce que c'est toujours les gens. Merci beaucoup. Maintenant, revenons un tout petit peu sur l'un des facilitateurs, monsieur le président Condé de Guinée. En octobre, il a accordé une interview à nos confrères de France 24. Dans l'interview, je résume en grosso modo dans l'interview. Dans l'interview, il parlait des difficultés à réconcilier les deux camps. Il parlait aussi de l'effort que la médiation a mené pour la participation de l'opposition à la gestion. Alors, monsieur le professeur, j'espère que vous avez écouté sa déclaration. Qu'est-ce que vous tirez de cette déclaration? Et quel est l'impact de cette déclaration vis-à-vis à l'aspiration du peuple togolais? Oui, bon, je pense que il y a dans la déclaration de son Excellence M. Alpha Condé, il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites. Et il y a aussi plusieurs interprétations, comme on le dit, the message received. Les messages, c'est ce que vous avez entendu. Ouais. Même si ce n'est pas ce que comment appelle-t-on, l'auteur du message a voulu, vous, l'audience, celui qui reçoit le message, ce que vous entendez, si vous êtes sourd, c'est ce que vous entendez, c'est ça votre message. Vous voyez, un message, c'est comme un faisceau lumineux. Quand ça frappe le mur, ça s'éparpille et chacun prend ce qu'il veut. Alors, moi, ce que j'ai pu piger de ce que M. Alpha Condé a dit, surtout par rapport, nous avons fait des efforts pour associer, que l'opposition s'associe à la gestion. Moi, je pense qu'il parle de la gestion du cadre électoral. C'est-à-dire que les élections, comme les gens disent que non, la facilitation a dit, les dates sont fixées en novembre, tout ça là, et l'opposition dit non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Il a voulu envoyer ce que j'appelle une déclaration de cadrage, c'est-à-dire dire clairement à tout le peuple togolais que nous, au niveau de la facilitation, nous n'avons pas appelé à des élections, puisque si des élections il devait y avoir, elles doivent être organisées maintenant, elles finiront par être organisées de façon unilatérale. Mais nous faisons des efforts, nous avons voulu que l'opposition soit associée, c'est-à-dire que les dates indicatives qu'on a données, c'était pour dire que si jamais il y a eu accord à un niveau donné, et cet accord-là, comme je l'ai dit souvent, ne peut que se situer ou bien tourner autour de la transition que nous réclamons désormais. C'est-à-dire que pour que l'opposition soit associée à la gestion du cadre électoral, il va falloir que cela commence au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la HAC, et maintenant en venant en amont, en aval, au niveau de la commission électorale, puisque les trois institutions sont plus ou moins impliquées dans la gestion des élections. Donc, c'est-à-dire que pour qu'une Cour constitutionnelle soit reconstituée, il va falloir rentrer en période transitoire où la présente Cour constitutionnelle doit être dissoute totalement, puisque c'est une Cour qui s'est décrédibilisée à plusieurs reprises, du point où
Personne ne peut faire confiance à cette cour. Donc, il faut congédier tous ces messieurs-là qui sont là depuis 30 ans en train de dire le nom droit au profit de l'injustice. Alors, il faut les balayer pour amener une nouvelle classe du RPT et de l'opposition. Je ne dis pas d'exclure qui que ce soit. Je dis qu'il y a des jeunes compétents, même au sein du régime RPT, qui pourront venir faire un travail appréciable ensemble, de façon équitable, avec la société civile et l'opposition. Donc, il faut recomposer cette cour-là où on a 50-50 des membres de la société civile, de l'opposition et des gens du régime RPT uni. Ça, c'est un. Au niveau de la HAC, il faut recomposer la HAC. Il faut dissoudre la HAC actuelle pour la recomposer. Donner aussi quelquefois quelques positions à l'opposition civile pour aussi assurer l'équité. Au niveau de la commission électorale, je pense que pour une fois dans l'histoire du Togo, le président de la commission électorale doit être issu de l'opposition démocratique. Ça, c'est une demande qui doit être formulée et on doit insister là-dessus. Nous allons demander au RPT, s'ils pensent que sans fraude, ils peuvent gagner des élections au Togo, ils n'ont qu'à laisser quelqu'un d'autre diriger la commission électorale et on verra dans la quiétude s'ils vont gagner les élections. En tout cas, c'est un défi que je lance à tous ceux-là qui pensent que le RPT a toujours gagné des élections. Mais please, haut la main, please, donnez la chance à l'opposition ou même à une personnalité de la société civile pour gérer cette commission-là et vous verrez si les élections seront propres ou pas. Nous, on vise la propreté. On ne veut pas que quelqu'un vienne tricher au profit de l'autre. Non. Du moment où quelqu'un est là pour tricher au profit d'un cas, ça devient la même chose. Et nous combattrons tous ceux-là qui feront qu'un cas trichera l'autre. Nous voulons que le Togo soit stable, mais il ne peut pas être stable s'il y a de l'injustice constatée par un cas, c'est pas parce qu'elle a été commise par un autre cas. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tout soit clair, comme dans les autres pays où les gens sont à l'aise pour aller aux élections parce que tout le monde est égal devant ces urnes-là. Et chacun, il a voté en son âme et conscience. C'est tout ce que nous voulons. C'est pourquoi je dis que les trois institutions que j'ai ciblées doivent actuellement être démantelées. Et si on les démantèle, ça veut dire qu'une transition s'impose. Et donc, le gouvernement sera emporté. Ce qui fera que nous allons droit à une transition qui nous donnera des institutions crédibles qui pourront nous permettre d'amorcer une ère nouvelle de démocratie, tant souhaitée par tout le peuple togolais, tant souhaitée par la communauté internationale, tant souhaitée par même les gens du RPT uni. Voilà, monsieur le professeur, est-ce que tout ce que vous venez de citer là, est-ce qu'on ne peut pas le faire sans une transition? Non. Est-ce qu'on peut avoir l'équitabilité au niveau de la Cour constitutionnelle, l'équitabilité au niveau de la HAC, l'équitabilité au niveau de la commission électorale indépendante nationale? Qui va les nommer? S'il n'y a pas de transition, la preuve, je vais vous donner une preuve. La Cour constitutionnelle actuelle a été recomposée. Et c'était un accord qui avait demandé cela il y a de cela 5 ans. Mais dans sa recomposition, on a reconduit les mêmes personnes. C'est-à-dire que si vous laissez la latitude à la personne qui a nommé cette Cour constitutionnelle-là il y a de cela 10 ans, de nommer une nouvelle Cour, elle ne trouvera nulle part ailleurs. C'est les mêmes personnes. Parce qu'elle est sûre qu'au moins, ces 9-là, je les connais très bien. C'est des marionnettes, je peux les utiliser comme je veux. Ils ne vont pas s'opposer à ce que je leur dis. Mais je sais que dans le groupe RPT UNIR, les jeunes juristes que moi je connais, ils ne vont pas se faire compter. Ils ne vont pas s'humilier, ils ne vont pas vendre leur dignité. J'en connais beaucoup. Mais je me garde de donner leur nom parce que je m'en voudrais de le faire. Donc, je vais dire clairement que même au sein de RPT UNIR, nous avons des jeunes compétents qui ne seront pas facilement, c'est pas manipulables comme on manipule ces gens-là qui sont là actuellement. Il y a des gens parmi nous qui sont nés avec des gens là déjà membres de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y en a qui font déjà 40 ans dedans. C'est-à-dire qu'il y en a qui font les mêmes années que le régime RPT UNIR. C'est-à-dire que c'est tous ces gens-là que nous boutons. Ce n'est pas seulement le régime fort.
le régime fort et toutes les institutions qui l'accompagnent, puisque quand vous dites un ministre, il y a des ministres qui ont été ministres pendant 40 ans. Ils ont presque notre âge. Ce n'est pas sérieux. Nous commençons le cours primaire, on commence le cours primaire, quelqu'un est ministre, on finit, on va faire le doctorat, il est encore ministre, on travaille 15 ans, il est ministre, ça se passe où? Il faut balayer tout ça là pour amener des gens nouveaux. Ces gens-là vont être issus de toute la population togolaise. Je veux que désormais, mon frère et ami de Chichao, qui a sa maîtrise, qui fait ses médias, puisse avoir du boulot quelque part. Parce qu'il a une famille à nourrir. Je veux que mon frère à Yaovi, de Tabligo, puisse avoir du boulot. Je veux que mon frère d'Anewo puisse avoir du boulot. Et mon frère de Sokodé, de Bafilo, de Mango, et que sais-je encore. C'est pour ça que nous nous battons. Voilà le sens de notre combat. On ne combat pas ce régime non, on n'a pas besoin de poste. Nous n'en avons pas besoin. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Mais je sais que je vais me sacrifier pour qu'au moins ces amis-là que je viens de citer, avec qui j'ai fréquenté, qui ont déjà des têtes blanches à cause de la misère, cela n'est pas acceptable. Alors qu'il y a des gens qui vivent dans l'opulence insolente, dont les enfants sont aussi de vivre de cette insolence-là, ce n'est pas normal. Ça fait mal. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre fin à ce régime. Il a fait son temps, il n'a qu'à partir et nous allons continuer. Les Togolais ont besoin d'un changement. Il faut que Fort le comprenne. Il faut que les Baois le comprennent. Ce n'est pas contre quelqu'un. C'est le changement qui nous anime et nous allons le comprendre. C'est tout. Voilà, monsieur le professeur, quand j'ai écouté la déclaration de l'interview de monsieur le président guinéen Condé, il faisait aussi allusion à la difficulté totale de rapprocher les opinions des deux camps. Ok. Ma question et ma crainte, comme les divergences sont aussi grandes que cela, et si la CEDEAO n'arrivait pas à rejoindre, à rassembler, à trouver un compromis dans les deux camps, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ce qui va se passer, c'est que j'ai toujours dit que si après tout ce que nous avons fait pendant les 10 mois de manifestations et dans la diaspora et au Togo, les bastonnades, les morts que nous avons eus, les victimes innocentes, tout ça là, si après tout, Fort arrive à se maintenir au pouvoir au-delà de 2020, le peuple togolais n'aura que ses yeux pour pleurer, c'est tout. C'est le peuple togolais qui l'aura permis. Alors j'ai dit que si jamais les pacificateurs échouent, c'est à nous, le peuple togolais, de finir le travail. C'est-à-dire, nous avons montré une porte de sortie historique et honorable à Fort-Yassité. S'il s'entête à refuser de prendre la porte là, c'est au peuple de faire le travail. Nous avons déjà commencé une révolution. Il faut la terminer comme révolution. On ne peut plus la terminer autrement. C'est-à-dire que nous allons encore consentir plus de sacrifices. Et nous allons terminer cette lutte. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant à tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui pensent encore que, bon, pour le moment, moi, je ne suis pas... je dis à ces gens-là qu'ils sont tous des hypocrites. Des hypocrites qui mourront le jour où tout le monde sera au champ parce qu'ils n'auront personne pour les enterrer. Parce que quand quelqu'un aime l'injustice, c'est comme ça, sa mort, c'est comme ça. Il meurt quand les gens ne sont pas là pour l'enterrer. Alors je leur demande de se ressaisir. Hier, j'étais en train de lire un message c'était une déclaration ou bien, une réflexion de Norbert Zongo, le journaliste burkinabé qui avait été assassiné par Blaise Compaoré. Norbert Zongo a dit que le problème de l'Afrique, c'est que les dictateurs arrivent à se pérenniser au pouvoir à cause de 3 personnalités. Les intellectuels, les gens qui veulent manger à tout prix et les gens qui sont là, qui pensent que ça ne les concerne pas. Et il a donné l'exemple d'un Togolais. Au moment, en 92, lorsque les gens, en 90, lorsque les gens se battaient pour qu'il y ait des maps puissent quitter le pouvoir, il a dit que son ami là, un Togolais qui était un cadre quelque part, il mangeait bien, il vivait bien, il a dit
aussi longtemps que le port de Lomé est ouvert, les bateaux arrivent. En tout cas, il y a de ma peut rester, ce n'est pas lui son problème. Et Norbert Zongo a fini par dire que il y a de ma est resté, mais son ami là s'est retrouvé comme réfugié au Bénin. Alors que le port de Lomé est encore là. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que tous ceux-là qui soutiennent ce genre de régime, ils finiront par être mangés par ce régime. C'est ce que Norbert Zongo a conclu. Il a conclu que le régime va les bouffer parce qu'il ne leur ferait jamais confiance. Après avoir quitté un camp pour les rejoindre, ils vont lui donner ce qu'il veut dans l'instant où il les rejoint. Mais après, ils vont commencer par se méfier de lui. Maintenant, s'il faut se débarrasser des gens autour de lui, le tyran se débarrasse de ces gens douteux-là qui sautent. Qui sautent de partie en partie, de camp en camp pour aller sucer du nectar comme des papillons. Alors, je mets en garde ces gens-là, ces Togolais-là qui croisent les bras parce qu'ils ont du boulot, parce qu'ils continuent par bénéficier des délices du pouvoir, parce que leur copine est le grand frère du copain de tel qui est ministre, parce que sa sœur est la copine du grand frère du ministre. Tous ces gens-là, ils finiront par payer un prix lourd, pas du côté des démocrates, mais du côté du pouvoir, parce que à un moment donné, il saura que ces gens-là sont des menteurs. Et il va leur livrer la guerre. Nous avons déjà des preuves au Togo. Il y a des gens qui sont tombés en disgrâce pour rien du tout. Pourtant, on les connaissait, c'est pas si proche du régime. Mais ils sont là maintenant, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire, parce que le régime a voulu les punir pour je ne sais pas, quelque erreur que ce soit. Et nous, ce n'est pas notre problème. On continue de dire que nous voulons que le Togo soit pour les Togolais et non pour une minorité insolente. C'est tout ce que nous disons. Voilà, monsieur le professeur, et si la CEDEAO arrivait à faire cette proposition, la proposition suivante, si la CEDEAO proposait aux Togolais qu'elle-même elle va organiser les élections au Togo, elle va les superviser, et les Togolais ne feront qu'aller aux urnes et voter. Est-ce que ça sera une décision acceptable des deux côtés? Oui, mais le problème, ce n'est pas les élections au Togo. Le problème, c'est que Faure Gnassingbé, à partir du moment où Faure Gnassingbé refuse de quitter, qu'il veut aller aux élections, c'est qu'il va là-bas pour gagner. Moi, je vais vous raconter une histoire. En 92-93, lorsque le Burkina, les soldats burkinabés français étaient venus superviser les élections. On était encore jeunes, mais on était actifs. À Wendialéou et Bouladé, à côté de Dassoli là-bas, il y a des vieux qui sont petits pour aller superviser les élections. C'était des délégués de l'opposition. Il y avait l'armée française là-bas postée en train de surveiller les tours. Mais lorsque les militaires sont venus sortir de Bafilo pour les presser devant les militaires français soir des élections, lorsque les journalistes leur ont demandé, mais vous étiez là quand on tapait ces feux-là, pourquoi vous n'avez pas agi? Un militaire français qui était là a dit, oui, on a vu des gens taper devant nous, mais on ne savait pas que c'était lié aux élections. Fin de citation. Vous pensez que des gens comme ça, vous voulez... Le problème, c'est que je vous dis, si Faure ne va pas à ces élections, quel que soit celui-là qui va diriger ces élections-là, les élections seront propres. C'est tout. S'il n'y a pas Gnassingbé dans les élections au Togo, même si c'est Bawara qui les organise, elles seront propres. Je vous dis. C'est pourquoi nous disons que même si c'est l'ONU qui va venir les organiser, avec Faure, on n'a pas confiance. Parce que l'armée togolaise est là pour défier l'ONU. Elle va se transformer en milice pour aller transporter les Juifs. Et ça, nous n'avons jamais l'accepté. Moi, je demande encore, je l'ai dit déjà, il n'a qu'à nous dire à combien il a acheté le téléphone, nous allons cotiser l'argent, on va lui rembourser ça. Comme ça, il va nous laisser libre. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est devenu un problème. Après 3 mandats, laisse quelqu'un d'autre. C'est un problème. Mais ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que tous les Togolais sont des dingues en dehors de la famille Gnassingbé. Et c'est ça qui fait mal aux Togolais maintenant. C'est une insulte aux Togolais. Je peux te dire que c'est une seule qui est capable de diriger le Togo pendant 53 ans et plus. Et on l'on s'inquiète. Ça sort du rationnel. Et c'est ça qui nous rend en colère. Nous parlons de tout ça. C'est trop. C'est pourquoi nous disons que c'est Faure le problème, c'est lui la solution. Il n'a qu'à nous donner la solution en partant
c'est sa tête haute et entrer dans l'histoire. Nous pouvons le reconnaître comme ancien président et non comme exilé. C'est tout ce que nous cherchons pour lui. Blaise Compaoré n'est pas à l'aise. Il s'est dit maintenant, si j'avais su, j'aurais accepté et quitté le pouvoir pour jouir des biens que j'ai volés. Mais il n'a pas écouté. Où est-il? Mobutu n'a pas écouté. Il est mort en exil. Je ne veux pas que cela arrive à fort. Je veux qu'il soit là comme ancien président. Il puisse donner des conseils qu'il peut au nouveau président. C'est mon souhait le plus ardent. Mais s'il s'entête, moi je dis que le peuple va continuer son travail. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Quels sont donc, quel est votre mot à l'endroit des Togolais en ce qui concerne ces marches dans les rues de Lomé? Non, je dis que bon, pour le moment jusque-là, les marches n'ont pas le bien fondé du moins de tempérer un tout petit peu le temps, de laisser le temps aux facilitateurs de bien voir la situation et de venir avec des propositions concrètes, parce que c'est vraiment important que les gens sachent. Vous êtes beaucoup écoutés, vous êtes beaucoup suivis, et les gens vous font confiance, alors c'est l'occasion ici pour vous de réitérer vraiment le bien fondé de la suspension temporaire des marches. Oui, merci beaucoup. Bien qu'aucune date n'est retenue pour le moment, c'est c'est des spéculations et autres pour les marches, parce qu'officiellement, personne n'a demandé à ce que les gens marchent. Mais au Togo, on dit que les rebelles sont des clameurs. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'en parler. Et c'est ici l'occasion de réitérer mon conseil. C'est un conseil que je donne, c'est une suggestion que je fais à toute la classe politique togolaise, surtout à l'opposition togolaise, à la société civile. Et que je pense qu'il faut utiliser cette 27 jours restants que nous avons à mobiliser les gens, à sillonner le pays, à expliquer le bien fondé de la mobilisation monstre finale du 31 qui doit être préparée minutieusement, et on doit attendre cette date-là. Nous devons attendre parce que en observant par rapport aux marches, la facilitation aussi va dire que ces gens-là, ils nous font confiance, il faut que nous fassions quelque chose qui puisse les apaiser. Et donc, même le silence, il n'y a jamais eu de silence dans le monde. Le silence est un langage intérieur. M. Akufo-Addo et M. Alpha Condé le savent très bien. Que même quand un Togolais ne dit rien, il sait ce que le Togolais ressent. Ils sont venus, ils ont vu les Togolais. Ils parlent aux Togolais partout. Ils ont comparé leur pays. Après Sékou Touré, il y a eu Alpha Condé, Lassana Conté qui était arrivé. Alpha Condé est arrivé, il a déjà annoncé qu'il va partir à la fin de son mandat. Nana Akufo-Addo, on n'en parle pas. Il y a eu déjà plus de l'ère démocratique depuis les années 90. Il y a eu déjà plus de 4 présidents. Tous ces gens-là comprennent l'amertume que les Togolais ressentent par rapport à la situation qui est stagnante au Togo, qui ne bouge pas. Ça fait mal à ces présidents-là. Même si quelque part ils ne peuvent pas dénoncer leur père, mais ça leur fait mal. C'est pourquoi j'ai dit que nous n'avons pas besoin de faire une autre démonstration pour que les gens sachent que le Togolais veut ceci. Ils l'ont compris. Alors, s'ils ne vont pas dans le sens-là, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris l'urgence ou bien le degré du désir de changement du Togolais. Non, ils ont tous compris. Donc, s'ils ne donnent pas le résultat que nous attendons, c'est par mauvaise foi et non par méconnaissance du désir, ou bien du degré du désir du Togolais. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas à montrer quoi que ce soit encore. Conservons les énergies là pour la date fatidique. Et ça, à cette date, j'ai dit, soit nous sortons pour célébrer la victoire du peuple togolais, ce n'est pas la victoire de quelqu'un sur un autre, non. Fort fera partie de cette victoire-là parce qu'il est le peuple togolais. Nous tous, j'aurais voulu aussi le voir à côté du peuple togolais en train de jubiler lorsqu'on dira que Fort a décidé de ne pas se présenter en 2020 et que la transition va s'annoncer pour préparer les élections à venir. Fort doit être devant, diriger cette manifestation-là pour célébrer parce que c'est lui que ça honore.
il est plus onéreux que tout le monde au Togo s'il arrive à prendre cette décision courageuse. S'il aime son pays, en tout cas c'est un défi. Il n'a qu'à dire qu'il aime le Togo plus que tout le monde, en évitant au Togo des troubles graves, parce que le peuple togolais ne se laissera pas faire. Il va manifester dans les rues si jamais les résultats ne sont pas ceux-là que nous attendons. Et ces manifestations vont continuer jusqu'à la chute du régime. Ça, soyez-en sûrs. Voilà, c'est sur ces mots que nous vous disons merci. Alors, monsieur le professeur conférencier Issifou Moussa, depuis la Caroline du Nord, merci encore une fois. Et je vous dis que nous apprécions vos interventions chaque fois que vous acceptez venir sur nos antennes dans cette émission. Merci encore une fois. On sait que vous êtes surchargé, vous êtes vraiment occupé. Mais le peu de temps que vous avez, vous nous l'accordez. Merci beaucoup. Et que Dieu vous rembourse tout ce que vous faites. Que Dieu vous aide afin que vous puissiez voir cette alternance de votre vivant. Qu'on ne la raconte pas derrière vous, que vous puissiez la vivre, que vous puissiez la voir après tout ce que vous avez fait. Encore une fois, M. Moussa, merci beaucoup. Et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous voici ainsi arrivés à la fin de Special Edition d'aujourd'hui. Malik Sall était de l'autre côté de la réalisation. Yves Kenao vous l'a présenté. On vous souhaite tout simplement une très bonne nuit, une agréable nuit. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant vous garde. Bye bye et bonne nuit.